Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dédiée à la fibrose pulmonaire idiopathique. La FPI est une pathologie pulmonaire rare qui touche 9000 patients en France. On constate 4400 nouveaux cas chaque année en France. À l'occasion de la semaine mondiale de la FPI, nous avons voulu vous sensibiliser à cette pathologie et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Cotin. Bonjour professeur. Bonjour. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Également. Alors vous êtes coordonnateur du Centre national de référence des maladies pulmonaires rares au CHU de Lyon. C'est ça. Alors conformément à la charte Boehringer-Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Professeur, tout d'abord, pouvez-vous nous dresser un état des lieux de la situation de la pandémie actuellement en France? Alors là, on parle de la pandémie de Covid qui malheureusement est en train de revenir. Alors, on n'en est pas tout à fait encore à la seconde vague comme l'ont déclaré certains pays comme Israël, mais clairement on voit le nombre de cas réapparaître avec ces jours-ci pas loin de 10 000 nouveaux cas diagnostiqués. Mais heureusement seulement quelques dizaines de décès. Donc par rapport au mois de mars ou d'avril, on a plus de diagnostics, mais heureusement moins de décès, probablement parce que ce n'est pas la même population qui est atteinte, on a plus de sujets jeunes pour lesquels il y a beaucoup moins de gravité en moyenne statistiquement. Alors est-ce que vous avez des informations concernant la recherche des vaccins ? Alors les vaccins, il y a une recherche, comme vous le savez, qui est énorme, un effort de recherche au niveau mondial qui est énorme. Il y a plus de 120 vaccins qui sont en développement, dont une bonne trentaine qui sont en phase clinique, c'est-à-dire avec déjà des recherches chez des personnes humaines, et 9 à ma connaissance qui sont en phase 3, c'est-à-dire en train de se préparer pour une commercialisation relativement proche. Donc on aura un vaccin. Est-ce que ce sera fin d'année 2020, début 2021? Ça, il va falloir suivre la presse pour le savoir. Bon, on va suivre l'actualité pour savoir tout ça. Et dites-moi, les services de pneumologie des hôpitaux, sont-ils en mesure d'effectuer le suivi de la FPI dans des conditions de sécurité normales? Alors il y a deux choses différentes. Il y a l'accueil des patients qui pourraient aller mal avec un Covid, et ça pour l'instant les hôpitaux français, comme vous le savez, ne sont pas saturés. Et puis il y a le suivi des patients qui ont déjà une fibrose pulmonaire idiopathique et pour lesquels, oui, effectivement, c'est plus difficile parce que les hôpitaux ont dû s'adapter. Mais il faut bien savoir que les mesures ont été prises, toutes les précautions ont été prises. Depuis le temps, les hôpitaux se sont réorganisés, se sont adaptés à ce Covid à ce virus avec lequel il faut bien vivre. Et donc les hôpitaux sont organisés par des professionnels de façon à ce que toutes les conditions soient prises pour qu'il n'y ait pas de risque pour les patients. Donc il faut rassurer les patients, le suivi peut être possible. Ça nous oblige à faire moins d'exploration, notamment moins d'exploration fonctionnelle respiratoire, mais on peut suivre tout à fait les patients avec un petit peu moins d'exploration fonctionnelle respiratoire, parfois de la télémédecine ou des consultations téléphoniques ou visioconférences pour éviter des passages à l'hôpital. Mais oui, c'est possible. Venez toujours pour les suivis de votre maladie dans des bonnes conditions de sécurité, il n'y a pas de problème. Très bien, il y a un peu de vent, on l'a vu, vous avez perdu vos notes, mais tout va bien. On va poursuivre, merci pour ces premières réponses. Les précautions à prendre sont-elles toujours les mêmes qu'en mai? Alors les gestes barrières restent toujours d'actualité, même de plus en plus d'actualité, donc la distance, le masque, et puis le lavage des mains, dont on parle peut-être pas tout à fait assez, qui sert à se protéger contre la grippe, contre de nombreux virus, mais aussi qui est essentiel contre le coronavirus. Donc quand on rentre chez soi, si on est sorti, qu'on a été dans des commerces, c'est essentiel de se laver les mains avant de toucher le reste de la maison, je dirais. Et puis, si je peux rajouter quelques précautions, peut-être un peu plus à l'intention des personnes qui sont suivies pour une fibrose pulmonaire, je pense qu'il faut faire attention, éviter quand même autant que possible les transports en commun, même s'il n'y a pas de recommandation vraiment officielle là-dessus. Ça reste une circonstance dans laquelle on a un risque un petit peu plus élevé de croiser des personnes qui sont contagieuses et qui ne le savent pas encore ou qui ne respectent pas assez bien les mesures barrières ou de toucher des surfaces qui sont touchées en commun, si vous voulez. Et puis deuxièmement, il faut faire attention aux regroupements familiaux.
Alors c'est évidemment les personnes qui ont une fibrose pulmonaire, en moyenne ont plus de 60 ans, souvent ça leur tient à cœur, les événements familiaux, de voir les petits-enfants, etc. Mais l'expérience et d'ailleurs ce que rapportent les épidémiologistes montrent bien que c'est souvent à l'occasion d'une petite fête ou d'un regroupement familial que la contagion se fait. Donc s'il y a des visites familiales, il faut être prudent et respecter malgré cela les règles barrières, les gestes barrières, et puis essayer d'éviter de participer à un grand mariage ou à une grande communion ou des choses comme ça, même si ça peut être difficile, et accepter que finalement on voit ses proches avec un petit peu plus de précaution ou à distance par les moyens dont on dispose aujourd'hui. On peut maintenant se voir et se parler sans risque viral, alors que ce n'était pas possible il y a une vingtaine d'années, donc il faut en profiter parce que oui, les personnes qui ont une fibrose pulmonaire sont quand même à risque en cas d'infection par le coronavirus. Quels conseils vous donnez à vos patients, vous, personnellement? Alors en plus, moi je leur dirais de se préparer ou de continuer de se préparer à vivre avec. Et pour ça, il est important de garder une activité physique. L'activité physique, quand on était en confinement, c'était difficile. Certains ont pu continuer un petit peu de gymnastique à la maison ou de marcher. J'ai un patient qui marche dans les escaliers, des choses comme ça, de façon prudente. Mais aujourd'hui, on n'est pas reconfiné, donc il faut en profiter pour vraiment reprendre une activité physique, essayer de récupérer ce qu'on a potentiellement perdu pendant la période de confinement, se réentraîner en quelque sorte. Et puis il y a aussi une occasion que l'on a de se réentraîner de façon virtuelle. Il y a des choses qui ont été mises en place dans l'intervalle au cours des derniers mois pour aider les patients, et notamment les patients qui ont une fibrose pulmonaire, à se réentraîner ou à garder ou à reprendre une activité physique à domicile de façon virtuelle, avec un coach virtuel, si vous voulez. Donc ça, on peut se rapprocher de l'association de patients de fibrose pulmonaire ou de son centre de compétences maladies pulmonaires rares pour avoir les contacts et reprendre ça. Et puis, avec ça, il y a aussi les aspects nutritionnels et les aspects sociaux. Les aspects sociaux, on en a parlé un petit peu, mais c'est pas parce si jamais il y avait un nouveau confinement, c'est pas pour ça qu'il faut être isolé, hein. On a des moyens de rester en contact avec ses proches. Et les aspects nutritionnels sont importants également. Il faut garder un état nutritionnel optimal. Très bien, c'est noté pour ces conseils. Quelles sont les personnes les plus à risque? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout ça? Alors officiellement, vous savez qu'il y a eu un décret il y a quelques jours dans le journal officiel pour réajuster qui sont les personnes à risque officielles. Donc c'est les personnes atteintes de cancer ou d'un déficit immunitaire ou les personnes qui sont dialysées ou qui ont une insuffisance rénale chronique. Donc ça ne concerne pas nos patients qui ont une fibrose pulmonaire. Mais il y a également les personnes qui ont plus de 65 ans et qui auraient aussi d'autres comorbidités, en particulier l'obésité et le diabète. Donc il y a une partie des personnes qui ont une fibrose pulmonaire qui sont concernées. Et même si ça n'est pas dans le journal officiel, on sait quand même que le risque principal en cas d'infection par le coronavirus, il est lié à certains facteurs de risque, dont l'âge. Il y a le sexe masculin et puis d'autres comorbidités. Mais l'âge, malheureusement, les personnes qui ont une fibrose pulmonaire sont concernées. La mortalité, d'après les épidémiologistes, elle est de l'ordre de 3 pour 10 000 ou inférieure pour les enfants de moins de 18 ans. Elle atteindrait 30% pour les personnes de plus de 85 ans. Donc vous voyez un spectre de gravité qui est extrêmement dépendant de l'âge. Et donc je crois qu'il faut garder en tête que les personnes qui ont une fibrose pulmonaire, s'ils sont âgés, et en particulier plus de 65 ans ou plus de 75 ans, doivent se considérer comme un risque, avant tout à cause de l'âge, qui est le principal facteur de risque de gravité en cas de Covid-19. Très bien, merci professeur. Alors aujourd'hui, lors du tournage, il fait très beau, mais on sait que l'hiver arrive très prochainement et donc les infections saisonnières aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs de risque avec l'arrivée de l'hiver pour la santé pulmonaire? Alors l'hiver, c'est une période plus à risque sur le plan épidémiologique. Alors c'est d'ailleurs pour des raisons complexes. On sait que l'organisme se défend un petit peu moins en cas d'infection virale, mais la raison pour laquelle il y a plus d'infections hivernales, elle est en partie comprise.
Mais néanmoins, c'est tout à fait établi qu'en période d'hiver et à l'arrivée de l'hiver, il y a plus d'infections virales, des rhinovirus, des virus respiratoires syncytiaux, la grippe, d'autres virus encore, il y a aussi des gastro-entérites. Il n'y a pas que le coronavirus. Le coronavirus a l'air de pas tellement être influencé par la période hivernale, mais risque de coïncider avec les autres infections virales. Et puis il y a aussi les infections bactériennes, dont les infections à pneumocoque, et pour celles-là, on a un vaccin. Alors, faut-il se protéger du froid ou de la pluie et comment se protéger selon vous? Alors, il faut se couvrir, oui. On ne peut pas se protéger contre toutes les infections virales, mais je crois que les mesures barrières et les mesures de précaution qu'on applique pour le coronavirus devraient diminuer un petit peu aussi les infections hivernales, en tout cas on peut l'espérer en théorie, et les mesures de précaution sont les mêmes. Après, ne pas prendre froid, entre guillemets, c'est des conseils habituels. Mais c'est surtout éviter le contact avec des personnes malades qui nous permet de diminuer le risque d'infection hivernale. Alors, pensez-vous qu'il est important d'effectuer le vaccin contre la grippe? Alors, ça me paraît tout à fait essentiel de réaliser le vaccin contre la grippe pour toutes les personnes chez lesquelles il est recommandé. Donc, c'est toutes les personnes de plus de 65 ans, mais également les personnes qui ont une infection respiratoire chronique. Et donc, ça implique les personnes qui ont une fibrose pulmonaire. Je rappelle que la grippe, il y a eu l'année dernière 1,8 million de personnes en France qui ont eu la grippe, 8 000 qui en sont décédées et 2 000 qui ont été en réanimation à cause de la grippe. Donc la grippe, c'est un problème qui est tout à fait sérieux, qu'il ne faut pas sous-estimer. On a le coronavirus, mais on va aussi avoir la grippe cette année. Et donc c'est un problème pour deux raisons. D'abord parce que les symptômes au début sont assez voisins et qu'on peut avoir une difficulté à faire la différence. Deuxièmement, parce que si on a les deux ou qu'on est fragilisé par l'un et qu'on a l'autre ensuite ou en même temps, ça peut être plus grave. Et puis il y a même une troisième raison, qui est peut-être même la plus importante, c'est que pour bien faire face au Covid-19, il faut que les hôpitaux puissent faire face. Et si on a une vague de personnes qui sont hospitalisées pour des infections grippales sévères, les hôpitaux risquent d'être plus en difficulté pour prendre en charge les personnes qui auraient un Covid-19 également sévère. Donc il faut vraiment qu'on fasse tout ce que l'on peut pour diminuer les infections à coronavirus, mais également les infections grippales. Et pour ça, on a une très bonne arme pour la grippe, c'est le vaccin antigrippal. Et qu'en est-il des autres virus? La vaccination est-elle indispensable également? Alors l'autre vaccination qui est conseillée, ce n'est pas une vaccination grippale, c'est une vaccination antibactérienne, c'est la vaccination vis-à-vis du pneumocoque, qui est conseillée, fortement conseillée chez les personnes qui ont une maladie respiratoire chronique et en particulier chez les personnes qui ont une fibrose pulmonaire. C'est un vaccin qui est à renouveler tous les 4 à 5 ans, donc on peut tout à fait le faire assez facilement sans qu'il coïncide forcément avec le vaccin antigrippal, mais il est fortement conseillé. Et donc la saison de la vaccination contre la grippe arrive en octobre. Les patients atteints de la FPI sont-ils prioritaires ou seront-ils prioritaires? Alors dans les personnes à risque sont prioritaires en termes d'accès au vaccin. Habituellement, il n'y a pas de difficulté à l'accès au vaccin grippal. Parfois, on l'attend un petit peu, mais je suis persuadé qu'on aura assez de vaccins antigrippal cette année comme tous les ans. Et depuis l'année dernière, les patients immunodéprimés peuvent se faire vacciner en officine. Est-ce toujours le cas cette année? Y a-t-il des mesures barrières à appliquer, j'imagine, avec la Covid? Je ne veux pas me substituer au ministre ou au directeur de la Santé, mais à ma connaissance, oui, ce sera possible aussi. D'accord, bon, très bien, très bonne nouvelle. Le vaccin contre la grippe, alors ça c'est une question que beaucoup de patients se posent. Le vaccin contre la grippe protège-t-il de la Covid-19? Alors non, le vaccin antigrippal protège contre la grippe. C'est d'ailleurs une des critiques qui est faite. Il y a pas mal de personnes qui disent « je me suis vacciné contre la grippe et pourtant je l'ai eu ». Le plus souvent, c'est une autre infection virale que les personnes ont et se disent j'ai mal été protégé. Non, malheureusement, il y a d'autres infections virales que la grippe. Et puis oui, certes, le vaccin antigrippal n'est pas parfait. Il y a quelques personnes qui peuvent avoir une grippe souvent atténuée malgré le vaccin. C'est quand même c'est une minorité de personnes. Et c'est sans commune mesure avec le bénéfice que l'on a à être protégé contre une forme de grippe qui, je le répète, peut être une maladie grave. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre la Covid-19, la grippe et toutes ces pathologies saisonnières?
Alors, je pense que votre question vient du fait que les symptômes au début sont un petit peu les mêmes. Il y a dans l'infection à Covid-19 un syndrome grippal, c'est-à-dire une grande fatigue, une fièvre, des douleurs musculaires, éventuellement des douleurs articulaires, comme dans la grippe. On peut avoir dans l'infection Covid-19 une toux, un essoufflement, c'est le cas également dans la grippe. Par contre, dans le Covid-19, on peut avoir des troubles de l'odorat et des troubles du goût que l'on n'a pas dans la grippe. Donc les symptômes peuvent être en partie communs. Raison de plus pour se vacciner contre la grippe et puis en cas de symptômes pour faire un test diagnostic du Covid-19. Alors à quel moment, vous parlez des symptômes, faut-il se faire dépister selon vous? Dès qu'on a les premiers symptômes, dès qu'on perd le goût, l'odorat Alors ce n'est pas un dépistage, c'est un diagnostic. Si on a des symptômes évocateurs, et je viens de les citer, mais ils sont abondamment disponibles dans les médias et sur Internet. Si on a des symptômes qui sont évocateurs de Covid-19, je crois qu'il est important de faire un diagnostic pour soi-même, mais aussi parce que ça a des implications pour les autres. C'est-à-dire que si on a un diagnostic d'infection à coronavirus, on va devoir plus respecter les mesures d'isolement pour protéger ses proches et éviter d'avoir des contaminations en chaîne. Le plus souvent, en cas d'infection par coronavirus, on va avoir un traitement qui est un traitement symptomatique, mais les mesures à prendre sont surtout des mesures épidémiologiques. Et donc en cas de doute sur le développement de la Covid, y a-t-il un numéro qu'il faut appeler? Alors là encore, on trouve ça facilement dans les médias, mais vous avez deux numéros d'information. Vous avez un numéro d'information qui est général, qui est le 0800 130 000, et puis il y a le numéro médical, c'est-à-dire en cas d'urgence, si on pense qu'on a une infection de type Covid-19 et a fortiori si on a des symptômes inquiétants comme une difficulté à respirer, là c'est le 15 qui nous oriente comme depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup professeur. Savez-vous s'il y a des avancées récentes sur la recherche de la FPI? Alors oui, et ça c'est un gros message d'espoir pour nos patients parce qu'il y a un effort de recherche qui est actuellement considérable sur cette maladie au niveau mondial, parce que le fait que deux médicaments aient démontré une efficacité dans cette maladie qui était jugée auparavant vraiment réfractaire à tout traitement, ces deux médicaments approuvés, ça a suscité un effort de recherche à la fois de la part de l'industrie pharmaceutique et des grandes universités dans le monde pour continuer la recherche. Et actuellement, dans le monde et en particulier en France, est disponible dans les centres maladies pulmonaires rares français, il y a 3 essais de phase 3 avec 3 molécules différentes qui ciblent des mécanismes d'action complètement différents par rapport aux médicaments qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont des mécanismes d'action un petit peu plus au début de la fibrose pulmonaire, plus sur la version de l'inflammation ou de la communication entre les cellules, et qui sont des traitements donc, que l'on va combiner avec les traitements existants. Donc on espère bien que si ces traitements sont démontrés efficaces, on y aura accès et qu'on pourra combiner avec les traitements existants pour avoir plus d'efficacité et essayer de vraiment stabiliser l'évolution de la maladie encore plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Très bien. On l'a dit en introduction, 4400 nouveaux cas chaque année en France. Pensez-vous que le nombre de personnes victimes de la FPI est susceptible d'augmenter dans les prochaines années? Alors le nombre de personnes atteintes, c'est assez difficile paradoxalement parce qu'à l'échelle d'une population ou à l'échelle du globe, c'est difficile d'avoir des chiffres précis. Et on a soit des chiffres très précis dans un centre avec un diagnostic validé, soit des chiffres qui sont un petit peu moins précis sur le plan médical et qui sont à l'échelle d'un pays, voire d'un continent. Ce que nous disent les épidémiologistes, c'est qu'il y a eu quand même, depuis quelques décennies, une augmentation progressive de l'ordre d'1 ou 2% par an, mais au fil des années, ça commence à faire beaucoup, du nombre de patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, ou en tout cas du nombre de cas diagnostiqués. Et on sait beaucoup mieux maintenant la relation qu'il y a avec les facteurs de risque, en particulier avec le tabac, avec la pollution, même si la pollution joue un rôle moins important en quantité que le tabac, et puis avec certaines activités professionnelles. Malgré cette augmentation, il y a un message d'espoir, une étude américaine qui vient de sortir, donc qui porte sur le continent nord-américain, qui montre une tendance enfin à une diminution de la mortalité par fibrose pulmonaire idiopathique, qui peut être liée à l'arrivée des traitements, et qui peut être liée aussi
à la diminution du tabagisme. Alors c'est retardé, mais il y a eu aux États-Unis une diminution du tabagisme et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on commence à voir une petite diminution de la mortalité par fibrose pulmonaire idiopathique aux États-Unis. Donc il est essentiel qu'on ait aussi une diminution du tabagisme en Europe pour avoir les mêmes bénéfices sur cette maladie et sur toutes les autres maladies associées au tabagisme évidemment. Merci beaucoup, professeur, pour toutes vos réponses. Pour conclure, alors on les connaît, mais ce serait bien aussi de les rappeler, les gestes barrières face à la Covid. Quels sont-ils, juste en conclusion pour nos patients qui nous écoutent? Alors, deux conclusions. La première, c'est les gestes barrières. La distance, il faut la respecter même si c'est une contrainte. Les masques, surtout pour protéger les autres et puis pour se protéger en cas d'exposition un peu massive à quelqu'un qui tousse à côté de soi. Et le lavage des mains au gel hydroalcoolique ou au savon quand on est dans des zones communes ou dès qu'on rentre chez soi. Et puis un deuxième message qui est quand même un message positif. Je pense qu'il faut, on vit avec maintenant le coronavirus. Le message positif, c'est qu'on sait comment se protéger. Donc c'est finalement relativement facile par rapport à une période où on ne savait pas comment se protéger. Et je crois qu'il faut voir les choses avec philosophie. Chacun a des choses très positives dans sa vie qui finalement ne sont pas tellement affectées par ces petites contraintes qu'on a au quotidien à cause du coronavirus. Et il faut arriver à se focaliser sur ces choses positives, que ce soit les contacts qu'on a avec ses proches ou la culture qui est toujours accessible, ou la lecture, etc. Voilà. Donc essayons d'être relativement philosophes et de voir le côté positif dans tout ça. Merci beaucoup, merci d'avoir conclu sur cette note positive. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo. À très bientôt.